Bonjour tout le monde, bienvenue sur Livestorm, mais aussi pour cette heure ensemble avec Constance. Surtout, Constance, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi pour l'invitation et De bonjour à rien. tous. On va parler pendant une heure, donc cette heure de webinaire sur votre pause déjeuner de l'inbound marketing. Vous nous direz un petit peu après si vous êtes... Bonjour Michael, bonjour tout le monde pour les personnes qui continuent à nous rejoindre. Si vous êtes vous déjà familier et familière de cette notion-là, souvent on l'entend avec un petit peu son complémentaire ou peut-être l'autre monnaie de la pièce, l'autre face de la monnaie qui est du coup l'outbound, là où du coup l'inbound est une stratégie qui vraiment consiste à attirer vers soi des clients clientes. Justement, l'idée avec Constance pendant cette heure-là, c'est de voir comment est-ce que cette stratégie-là peut être mise en place, comment est-ce que Constance fait de façon très très concrète dans son travail là en ce moment chez Mocaker pour le mettre en place et surtout on va voir ensemble et vous allez le voir aussi que c'est très proéminent dans ton parcours à toi Constance mais la place du contenu finalement dans la mise en avant et dans toute cette réflexion de stratégie inbound. Je fais un tout petit retour en arrière sur donc là sur le contenu, vous savez qu'on va parler d'inbound, juste sur l'outil. On est sur Livestorm. Normalement, vous nous voyez et nous entendez bien. Vous pouvez nous confirmer d'ailleurs, Constance et moi. Mais bien que on va, évidemment, l'idée c'est de prendre le max de ton expertise à toi, Constance, de te poser le max de questions, de savoir sur ta vision, ton expertise, etc. Mais ce qu'on veut, c'est aussi que vous puissiez rebondir vous, en utilisant le chat. Je vois qu'il y a certaines personnes qui nous disent bonjour là sur cette petite bulle tout en bas à droite, mais sentez-vous très très à l'aise, soit de demander des précisions, de demander des définitions, de partager même vous peut-être des exemples qui serviront d'illustration sur les notions qui auront été partagées. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous partager mon écran tout d'abord et de vous présenter un certain nombre de parties qui, vous le verrez, vont être intéressantes pour la suite du webinaire. Alors, je vous laisse me confirmer, ou Constance, du coup, vu que je peux t'entendre, que vous voyez bien mon écran. Ouais, nickel. Super. Alors, peut-être pour la première personne à présenter, moi, donc c'est Annabelle, je suis programme manager chez Lyon. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que je m'occupe des formations métiers qu'on a. Vous allez le voir, il y a 6 programmes, je ne vais pas évidemment à tous les détailler, mais je suis donc effectivement ce pont entre les apprenants, apprenantes, donc qui font partie de nos promos, etc., et des intervenants, intervenantes, comme par exemple aujourd'hui Constance qui est avec nous. Avec Constance, on s'était dit que ce serait chouette de savoir un petit peu qui est avec nous, donc vos professions, si vous en avez en ce moment. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà, par exemple, en marketing? Est-ce que vous venez de prendre un poste en growth? Est-ce que vous êtes freelance, peut-être en reconversion, CEO? Juste curieuse de cette notion d'inbound. Dites-nous tout. Comme ça, nous, dans les questions que moi, je pourrais poser à Constance et Constance dans ses réponses, on pourra s'aligner un petit peu là-dessus. Alors, comme Constance, moi, je ne vois pas les réponses, je veux bien que tu me dises un petit peu les retours quand il y en Ouais, aura. alors pour l'instant, je vois des content managers, responsables e-commerce, content manager, responsable communication marketing, content Ok. manager, ouais, beaucoup de gens quand même dans le contenu, Beaucoup de contente, globalement. ouais. Ok. Ok, CEO aussi, des personnes en Ok. reconversion, brand manager. On est quand même du coup sur une grosse audience brand and content. Ouais, effectivement. Ok, intéressant. On vous laisse continuer d'écrire vos métiers du moment. Mais ok, du coup, grosse majorité market et content. Entendu. Oui, donc pour l'école Lyon, justement, qui propose ce webinaire, mais aussi et surtout un certain nombre de formations.
en se disant qu'en fait, Lyon, on aime bien dire que c'est l'école de l'ère entrepreneuriale. Donc, qu'en fait, à travers justement des webinaires comme celui d'aujourd'hui, mais aussi des programmes de formation, on décrypte, grâce à des intervenants, intervenantes, comme Constance aujourd'hui, un petit peu les nouvelles façons de faire, les nouvelles stratégies qui peuvent être mises en place dans des startups qui fonctionnent super bien ou qui ont tenté des choses et pour qui ça n'a pas fonctionné. Tous ces nouveaux métiers pour finalement vous donner à vous finalement, qui évoluez dans le monde professionnel, les meilleures clés pour que vous en sachiez plus sur vous, sur ce qui vous anime, sur les stratégies que vous voulez mettre en place peut-être pour votre boîte ou la boîte dans laquelle vous travaillez, et surtout que vous en sachiez plus sur justement ce monde un petit peu plus large que celui de la startup, mais finalement professionnel qui bouge sans arrêt. Les programmes, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on en avait 6. C'est justement dans le cadre du premier, donc qui est le Growth, qu'on organise ce webinaire. Et je voulais juste, mais ça, je vais passer très, très rapidement là-dessus parce que si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre en relation avec Mélodie, mais vous partagez la prochaine date de formation qui sera du coup avec moi, mais aussi avec une série intervenantes qui sont des Head of Growth de startups ultra différentes pour que finalement vous en sachiez plus, que ce soit sur cette stratégie d'inbound dont on va commencer à en décortiquer un petit peu le corps, mais aussi sur d'autres notions qui sont super importantes en growth. Et donc, la prochaine est en e-learning. On a aussi un format en présentiel qui se finit. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a des alumni qui sont là aujourd'hui. Et oui, donc ça, c'est la raison pour laquelle, du coup, je vais très, très rapidement là-dessus. Mais si vous, c'est des sujets non seulement effectivement en growth, mais plus largement sur la tech, c'est des sujets qui vous intéressent. Je vous partagerai le contact. Donc là, je ne l'ai pas mis sur la slide, mais je vous le partagerai dans le mail récap, le contact de Mélodie qui peut prendre un peu toutes vos questions ou les doutes que vous pouvez avoir sur ce monde-là et les potentielles réflexions que vous pouvez avoir sur une montée en compétences, etc. Alors, assez parlé de présentation, etc., de différentes personnes, on va pouvoir commencer avec du coup le corps de notre... oula, vous me voyez encore? Ok, c'est bon. De notre webinar, donc avec Constance. Et vous allez le voir peut-être sur la façon dont on a structuré un petit peu cette interview avec Constance. Il y a plusieurs parties qui permettent du coup d'en savoir plus, non seulement sur cette notion d'inbound, mais surtout à travers l'expérience chez Mokaker. Donc, on va commencer avec la première question. Constance, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, mais surtout un petit peu le fil conducteur qui a été le contenu et comment est-ce que finalement ça s'est retrouvé dans des expériences qui ont été très très différentes? Ok, ça marche. Alors juste pour pour me présenter en 1 minute, moi j'ai 31 ans, j'ai rejoint Mokaker il y a maintenant 1 an, où je m'occupe à la fois donc, de l'inbound marketing et de l'acquisition payante en ligne. Et j'ai 8 ans d'expérience dans le domaine du marketing et de la création de contenu. Du coup, au niveau parcours, j'ai commencé moi, en marketing opérationnel dans le domaine de l'édition, avant ensuite vraiment d'aller dans le contenu pur chez BNP, où je rédigeais à la fois des articles, je faisais aussi des chroniques radio. Et j'ai rejoint ensuite une association professionnelle qui s'appelle l'Axel pendant 5 ans, où là, j'ai eu un poste beaucoup plus large sur le marketing. Je m'occupais aussi bien de la production de contenu que de la outbound, que des RP, la gestion du site internet. Voilà, c'était très, très large. Mais c'est pendant cette expérience que j'ai pu aussi tester des nouveaux formats comme la production de baromètres, d'infographies, de vidéos ou aussi des webinars. Et c'est ce qui m'a permis d'explorer des nouveaux types de contenus. Au bout de 5 ans, j'ai eu envie de découvrir une nouvelle expérience et aussi d'aller sur un poste qui avait un petit peu plus de sens pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre Mokaker, qui est dans le domaine de la santé mentale. Je reviendrai là-dessus juste après, en tant que content manager, début 2022. Et au final, en startup, tout bouge assez vite, surtout quand on est au début de l'aventure. On était 35 quand j'ai rejoint Moka. Maintenant, on est 70. Donc voilà, clairement, la boîte a doublé de volume en 1 an. Et donc, mon poste a aussi vraiment évolué. Donc, maintenant, je m'occupe à la fois donc, du SEO, du SIA, des webinars, des case studies, des livres blancs et aussi de l'animation des réseaux sociaux. En gros, mon poste, c'est vraiment de faire en sorte que Mokaker soit le plus visible en ligne et de générer des leads les plus qualifiés possibles. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est clair. Si des personnes ont des questions, n'hésitez pas.
Et peut-être pour présenter donc Mocacare, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une startup qui est spécialisée en fait dans l'accompagnement en santé mentale des salariés et qui propose pour ça 3 piliers. Alors le premier, c'est des sessions individuelles pour permettre aux salariés de voir soit des psychologues, soit des coachs et de pouvoir être bien dans leur basket, aussi bien pour parler de leur vie professionnelle que personnelle. Le deuxième volet, c'est des sessions collectives. En gros, l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir des formations sur la gestion du stress, l'équilibre vie pro, vie perso, la parentalité, la communication non violente, voilà, toutes ces choses-là pour que l'environnement de travail soit sain. Parce qu'on part du principe que c'est très bien de faire un travail sur soi-même, mais si l'environnement de travail est toxique, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et le dernier pilier, en fait, c'est une application de self-care qui permet voilà, aux membres de soit de faire des méditations, de la cohérence cardiaque, ou encore de se former sur différents sujets santé mentale à leur rythme, directement chez eux, sans avoir forcément besoin voilà, d'être avec un praticien. Et en gros, voilà, les RH ensuite peuvent monitorer l'utilisation de l'application, le nombre de sessions qui sont prises de manière évidemment anonyme, mais ça leur permet en gros d'avoir une idée de la santé mentale dans leur entreprise, savoir si les gens sont plutôt stressés ou non et de faire en sorte qu'ils le soient le moins possible. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette présentation, Constance. Pour toi, parce que là, du coup, tu nous as partagé le fait que avant, tu avais des posts qui étaient un petit peu plus pure content. Pour toi, qu'est-ce que c'est la différence entre justement des posts qui sont purement contenus et bah, là, ce que tu peux faire chez Mocha depuis quelques temps en tant que, enfin, dans une réflexion un peu plus inbound et finalement traffic manager? Par exemple, typiquement pour les contenus, une des choses qui a changé, c'est dans le choix des sujets. Avant, c'était vraiment en fonction, par exemple, de ma veille. Si je sentais qu'il y avait des sujets avec des signaux faibles qui revenaient assez souvent, je me disais, ça vaut le coup de les creuser. Je fais toujours ça. Mais par exemple, maintenant, j'ai vraiment aussi la logique SEO de regarder voilà, les mots-clés un peu de longue traîne ou parfois avec un peu plus de volume. La keyword difficulty, donc qui permet de savoir s'il est facile de se positionner dessus ou non. Donc vraiment, ce regard un peu plus data de me dire, bon, OK, peut-être entre ces 3 types de contenus, je vais d'abord aller sur celui-ci parce qu'il y a une opportunité SEO qui va générer du trafic et ensuite donc peut-être des conversions pour la newsletter, plutôt que d'être vraiment purement sur le choix des sujets de la veille que je peux réaliser. Aussi au niveau de la diffusion, avant par exemple, j'étais vraiment sur la newsletter, sur de l'écrit, mais ensuite je réexploitais pas forcément le contenu pour faire d'un article 5 posts sur les réseaux sociaux dans différents formats, en faire des publicités sur LinkedIn Ads, le contenu, me dire, OK, je vais le pousser en SIA aussi sur certains mots-clés. En fait, une fois que le contenu était fait, je le diffusais via la newsletter et ça s'arrêtait là. Là, il y a vraiment une logique de diffusion beaucoup plus 360 qu'un même contenu. Déjà, il peut être séparé dans plein de différentes briques, plein de différents formats et ensuite, il va être poussé vraiment de manière beaucoup plus large. Et aussi, évidemment, du coup, ça se traduit aussi dans les KPI qu'on suit. Avant, bah, c'était énormément le taux d'ouverture, le taux de clic sur la newsletter, aussi le nombre de personnes qui s'étaient désabonnées potentiellement. Alors que maintenant, c'est vraiment aussi le nombre de sessions sur le site Internet, le positionnement des mots-clés dans les moteurs de recherche, aussi les contacts qui vont être générés pour tout ce qui est livre blanc ou webinar. Enfin, c'est vrai que les KPI qui sont suivis sont vraiment beaucoup plus liés au trafic, à la conversion et pas seulement au taux d'ouverture. Ok. Tu as parlé un petit peu de la keyword difficulty. C'est quoi? Ouais. C'est lié justement à la réflexion des mots-clés que toi, tu vas mettre dans les contenus que tu génères, c'est ça? En fait, pour choisir un mot-clé en SEO, en gros, il y a 2 indicateurs principaux qu'on peut regarder. Le premier, c'est le volume. Typiquement, Ok. si c'est un mot-clé où il y a 10 000 requêtes par mois, où on se dit, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont le taper, ça va nous permettre d'avoir du trafic. VA, c'est un mot-clé où il y a peut-être que 90 personnes, enfin 90 requêtes par mois. Bah là, on se dit, clairement, il y a moins de monde qui va aller ensuite sur mon article si j'écris sur ce sujet. Sauf qu'en fait, ensuite, il faut pondérer ça par la keyword difficulty. En gros, c'est dans quelle mesure il est difficile d'atteindre la première page et même les 3 premiers résultats où on sait qu'au-delà du 3e résultat, il y a très très peu de gens qui vont cliquer et au-delà de la première page, personne ne va en page 2 de Google quand il fait une requête. Donc, Non, ça ne sert pas à grand-chose voilà, d'être en position 12 ou 13. Et donc, en gros, souvent sur des mots-clés où il y a un petit volume, c'est beaucoup plus simple de se positionner parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. d'accord. Typiquement, un exemple, ça peut être, je ne sais pas, la santé mentale dans les petites entreprises. Il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui vont taper ça. Mhm. Alors que la santé mentale au travail ou même santé mentale tout court, bah là, il y a beaucoup plus de monde qui vont faire cette requête.
Donc, D'accord. ça va être beaucoup plus difficile de se positionner. Et en fait, l'idée, quand on commence en SEO, c'est plutôt d'aller sur des mots-clés de longue traîne. Donc, en fait, c'est justement ces fameux mots-clés où il y a des petits volumes, peut-être qu'une centaine de requêtes chaque mois, mais qui sont beaucoup plus simples. On sait qu'on va pouvoir aller se mettre en position 1. Et donc, si on se dit que si on fait 10 articles sur lesquels on va pouvoir être en position 1 chaque mois, même si on a un petit volume, on a peut-être que 30 clics chaque mois, si on fait ça sur 10 articles, ça va commencer à être conséquent et vraiment aller construire ça pour avoir du monde qui vient sur le site, quoi. Et petit à petit aussi, il y a une logique un peu d'autorité du site internet. Mhm. Le site commence à avoir pas mal de liens qui renvoient vers lui, qui fait que Google se dit, ah, c'est un site qui est ancien, il y a des liens qui vont vers ce site, donc c'est un site de confiance, où du coup D'accord. Google va aussi nous booster dans l'algorithme. Et donc c'est vrai, quand on commence à avoir un certain nombre de mots-clés et avec justement des petits mots-clés sur du petit volume, on peut ensuite aller chercher des mots-clés un petit peu plus difficiles. Et justement, il y a aussi des logiques de netlinking. Alors ça, c'est un peu plus SEO, justement, faire en sorte parfois d'acheter des liens pour faire en sorte de remonter quand les mots-clés sont trop difficiles pour se positionner vraiment sur des requêtes où il y a beaucoup de volume. Ok, intéressant. Là, on est déjà un petit peu rentré dans finalement les exemples, mais est-ce que, Constance, tu pourrais nous donner une définition, ou ta définition, tu nous diras, de l'inbound marketing? Carrément. Donc en fait, l'idée de l'inbound, bah, c'est ce que c'est expliqué très bien en intro, c'est plutôt de ne pas aller démarcher les clients en fait de manière traditionnelle, mais de les faire venir à soi en fait en suscitant leur intérêt avec des contenus de qualité et qui sont aussi adaptés à leur position dans le processus d'achat. Et c'est vrai que cette tendance, elle est apparue dans les années 2005, c'était avec le fondateur d'HubSpot, et elle est née en fait après le constat que les techniques commerciales traditionnelles fonctionnaient finalement un petit peu moins. Justement, plutôt des techniques d'outbound où on allait pousser de manière massive à tout va, à la démarcher avec des contacts téléphoniques, faire plein de publicités. Ça devenait un peu trop intrusif et les gens n'avaient plus envie de ça. Mhm. Et en fait, l'idée, c'est d'attirer donc les visiteurs sur le site internet, de leur proposer un contenu intéressant, de faire en sorte ensuite de capter leurs contacts, leurs mails. Donc, ça peut être via une newsletter, l'inscription à un webinar, un téléchargement de livre blanc. Enfin, c'est assez varié. Les convertir en leads, de les nourrir ensuite dans le process en fonction de là où ils en sont, pour Mhm. ensuite éventuellement en faire des clients. Quand on reprend le framework AR, en gros, c'est vraiment le A de l'acquisition avec l'inbound, de savoir en gros comment les visiteurs vont nous trouver, comment est-ce qu'ils entendent parler de nous. Il y a aussi un volet aussi rétention avec les contenus où d'ailleurs les clients existants, il va falloir donner envie de revenir, de réutiliser le service. Enfin, voilà, c'est Donc le contenu a dans cette stratégie de rétention, donc de faire en sorte qu'en fait finalement les users qui ont marqué un intérêt ne nous quittent finalement jamais. Le contenu pour tout, enfin pour toi et en vrai même je pense pour un peu tout le monde, mais le contenu a une place très très importante en fait. En fait, le contenu, il a vraiment plusieurs objectifs. Ça permet déjà d'installer en fait la notoriété de la marque. Hmm. Ça aide aussi à construire de la confiance et à asseoir sa crédibilité. Par exemple, quand on montre qu'on a une véritable expertise sur le sujet, ça permet aussi d'éduquer l'audience. Par exemple, des gens qui vont pas être sensibilisés du tout à la santé mentale, ben, on est aussi là pour leur apprendre pourquoi c'est important, à quoi ça sert, et Mhm. in fine, enfin, à générer des leads. Du coup, ça a quand même vraiment des objectifs qui sont très variés et on se Mhm. rend compte que c'est des objectifs qui correspondent aux objectifs de la boîte de manière globale. Ouais. Donc, c'est vraiment central. C'est un des piliers du marketing, mais même d'un point de vue plus global, de l'acquisition commerciale, en fait. Et tu donnais un petit peu des différents, enfin, en tout cas quand tu parlais de la genèse de l'inbound, que c'est né finalement pour contrebalancer ce qui existait déjà et qui s'appelle l'outbound marketing. Comment est-ce que toi tu le définirais et peut-être nous expliquer enfin, si vous en faites chez Mocaker et comment vous Ouais. faites? Alors, l'outbound marketing, pour faire simple, en gros, c'est vraiment le fait d'aller chercher des clients, voilà, de les attirer, enfin, en gros, d'être un peu plus intrusif, d'aller directement vers eux. Et aussi, il y a l'idée d'être un peu plus sur du volume, vraiment de la masse, donc plus du démarchage téléphonique, de la publicité, de l'emailing, mais vraiment qui n'est pas personnalisé. Ça peut être des flyers, des affiches, enfin, c'est très large. Et en fait, on va solliciter une audience qui n'est pas forcément en demande. Et donc, c'est une Ok. technique qui peut assez vite coûter cher parce qu'on cible large en espérant qu'il y aura peut-être allez, 1% des gens qui vont être attirés et qui vont revenir vers nous. Ouais. Même si globalement, ces dernières années, ça commence à évoluer avec de la personnalisation et ça fait que ça fonctionne aussi un petit peu mieux. Nous, on a un volet outbound
tout ce qui est démarchage téléphonique ou ce genre de choses sur des clients qui peuvent être intéressants. Mais on essaie toujours de prioriser justement ce côté démarchage téléphonique sur des contacts qui ont été générés via l'inbound en fait. Où on se dit que c'est quand même des gens qui connaissent la marque, qui sont intéressés par ces sujets-là, avant de justement trop s'introduire et de chercher à leur proposer un meeting. D'accord. Et en fait, nous, la publicité aussi payante, on fait du SIA et des publicités notamment sur LinkedIn, aussi un petit peu Twitter. On l'a fait vraiment au service de l'inbound. Par exemple, typiquement en SEO, un des signaux que l'algo va regarder, ça va être le trafic qu'il y a par exemple, sur un article. S'il y a beaucoup de volume de personnes qui vont lire un article, l'algo se dit, bah, tiens, c'est peut-être un article intéressant, donc je vais aller le booster dans le classement. Et donc, ça peut être une bonne stratégie, par exemple, de faire un peu de publicité sur un article qu'on vient d'écrire pour envoyer un bon signal à l'algo, faire en sorte qu'il se positionne un peu plus haut et ensuite le laisser vivre sa vie en SEO. Donc, on s'en sert aussi au service de l'inbound pour faire en sorte, justement, les contenus, parfois, quand ils n'ont pas la diffusion qu'on veut en organique, on va aller les pousser de manière plus large. Finalement, c'est quand même vraiment deux stratégies qui travaillent main dans la main, mais à condition que l'outbound soit vraiment personnalisé et vraiment de ne pas envoyer des contenus, par exemple, dédiés au RH sur la santé mentale des employés à des personnes en stage dans des entreprises qui sont peut-être de 3-4 salariés, donc qui ne vont pas forcément mettre en place ce type de choses. Constance, tu mentionnais donc les 3 piliers chez Mocacare. Du coup, j'ai l'impression que c'est vous, à travers ces 3 piliers-là, parler à des cibles qui sont très différentes. Donc, on a et du B2B et du B2C. Comment est-ce que, du coup, vous faites pour, tu vois, générer des contenus qui puissent finalement répondre à cette logique d'inbound et de stratégie de lead gen à des cibles qui finalement sont très très différentes. Est-ce que du coup tu as identifié par exemple des types de contenus qui fonctionnaient très très bien avec une cible et d'autres, c'est quoi un petit peu tes partages là-dessus? Alors, nous, on est quand même globalement très très B2B. On n'a pas d'offre B2C. Après, on a des personas qui sont parfois différents. Notre persona principal, c'est vraiment le RH. Voilà, c'est lui qui va être décisionnaire pour prendre soin de la santé mentale de ses employés. Mais l'idée, c'est aussi d'être visible, par exemple, auprès des managers qui ont aussi parfois des problématiques dans la gestion de leurs équipes, s'il y a des burn-out, s'il y a du stress. Et aussi, de manière un cran encore plus loin, auprès des employés en général qui peuvent nous recommander auprès de leurs managers. Donc, c'est pour ça qu'on va dire qu'il y a 3 strates dans la production de contenu. Il y a vraiment des contenus très grand public où là, on va parler à toutes les personnes qui sont employées dans le monde du travail, par exemple, comment je fais pour gagner confiance en moi, ne pas ressentir le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Après, il y a des contenus, du coup, vraiment ciblés managers, où on va leur donner justement des conseils sur leur pratique managériale, et vraiment des contenus ensuite très, très RH. Et donc, pour mettre en place cette stratégie, vraiment, la première étape, c'est de définir ces différents personas. D'accord. Alors, pour ça, en fait, on se base déjà sur nos clients existants. Voilà, savoir qui a pris la décision d'installer Moka dans les entreprises avec lesquelles on est, quelle est la typologie de nos clients existants. Donc voilà, en plus, souvent en B2B, il y a quand même plusieurs personnes à convaincre. Donc, par exemple, typiquement, nous, on sait que le RH, ça va être notre premier interlocuteur, mais le fondateur, c'est souvent lui qui va donner son feu vert pour mettre un budget qui va être plus ou moins conséquent pour ce genre de choses. Donc, on va aussi prévoir des contenus dédiés pour ce persona-là. D'accord. Ce qui va être assez intéressant aussi pour la réalisation pour la production du contenu, on va dire, c'est vraiment de passer du temps avec les clients existants, de faire des interviews de ces clients ou leur envoyer des questionnaires si on a peut-être un petit peu moins le temps. Il y a aussi quelque chose, moi, je trouve pas mal, c'est de réaliser des shadows avec les équipes de customer support ou avec les sales. Enfin, c'est vraiment comme ça, on voit quels sont les arguments que eux utilisent. L'objection que peuvent avoir les personnes en face. Et ça nous permet de comprendre vraiment quel va être le contenu qu'on va proposer à chaque personne. Et aussi, sinon, il y a un outil qui maintenant est assez connu, c'est Mojo, qui permet là, de filmer, par exemple, tous les échanges qu'ont les sales avec leurs différents prospects. Et donc, ça permet ensuite, par exemple, on peut taper un mot-clé en particulier et se mettre des alertes pour savoir quand les RH vont prononcer ce mot-clé dans les vidéos. Et ensuite, on va voir toutes les vidéos que les commerciaux ont eues sur ce mot-clé, où on se dit, OK, mais en gros, les questions qu'ils posent, je sais pas moi, sur les risques psychosociaux, c'est ça. Bah, mon prochain contenu, par exemple, ça va être quels sont les risques primaires, secondaires, tertiaires, quelle est la différence? Parce que c'est la question qu'ils ont posée lors de, je sais pas, 5 entretiens ce mois-ci. Donc ça aussi, c'est vraiment un bon moyen, ensuite, une fois qu'on a déterminé son persona,
pour D'accord. pouvoir décliner dans des contenus qui sont pertinents. Après, à côté de ça, c'est quand même vraiment important de faire de la veille sur à la fois les réseaux sociaux, de suivre des newsletters, par exemple, qui vont s'adresser à son persona. Par exemple, moi, je suis plein de newsletters RH pour savoir quels sont les sujets qui leur parlent. Regardez aussi ce qui se fait dans d'autres pays. Ah oui, À la fois donc des concurrents dans d'autres pays, mais aussi les newsletters RH, notamment qui viennent des États-Unis, parce que souvent ils ont quand même un train d'avance, donc c'est toujours sympa de suivre ça. Mais aussi tout ce qui est forum, enfin, voilà, Quora, Twitter, ou même les groupes LinkedIn, aller parfois fouiller dans les commentaires, voir les grandes tendances qui reviennent. Voilà, une d'accord. fois qu'on a identifié ces personnes-là, aller vraiment là où sont ces personnes et voir de quoi ils parlent pour tâter un peu le terrain, je vais dire. Et je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Carrément, oui, oui. Et donc, tu vois, donc toi, ce que finalement, en fait, ce que ça fait émerger, ça, comme réponse et comme partage, c'est que finalement, pour, tu vois, finalement, mettre en place une bonne strat inbound, c'est, de réfléchir bien à ces personas. Donc, ça peut être soit en allant leur parler ou en se nourrissant aussi des échanges que peuvent faire les sales aux personnes, du coup, concernées et que vous avez identifiées comme étant de potentielles cibles. Et deuxième, de se nourrir toujours de veille et de ce qui peut être fait ailleurs en termes de contenu. Et moi, ma question, c'est, tu vois, après l'identification justement des... Et j'ai bien vu vos questions, hein, Laure et Estelle. C'est, tu vois, après finalement cette identification-là de persona et finalement, tu vois, tu as vu les sujets qui plaisaient ou qui étaient tendance dans d'autres pays, etc. Comment est-ce que tu choisis un contenu? Comment est-ce que tu choisis ton tone of voice aussi? Mm. Est-ce que finalement tu changes radicalement la façon de parler selon le contenu et le persona ou finalement tu es sur quelque chose d'assez commun qui puisse du coup parler à tous et toutes? Alors pour le tone of voice, nous on a vraiment défini un tone of voice global pour la marque. En fait, c'est vraiment l'identité de marque de Mocha avec une manière voilà, de parler par exemple qui est assez proche, mais tout en étant vraiment experte sur les sujets. On va pas avoir des phrases trop lourdes, trop longues, etc. Et ça, on le retrouve vraiment sur tous nos contenus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est global. Euh, alors, attends, j'ai oublié la première question que tu m'avais demandé sur Euh, le tone of voice, désolée. Non, mais c'est à partir du moment où en fait tu as défini tes personas, comment Ouais, est-ce que ça te sert dans l'identification des contenus ouais, que tu des vas mettre en contenus. place, etc. Donc en fait, en gros, une fois que j'ai fait vraiment, que j'ai écouté les différents échanges avec les prospects, avec les clients, déjà il y a plein de contenus qui reviennent. Quand je fais ma veille, voilà, ça donne vraiment une grosse, on va dire un gros paquet d'idées qui peuvent justement servir pour les contenus. Et Ouais, c'est là justement où le volet un petit peu plus inbound data arrive, où moi je d'accord. me sers de SEMrush justement pour ensuite aller taper les mots-clés qui sont liés à ces différents contenus et voir cette notion justement de volume, de keyword difficulty et voir typiquement, ok, là, je vois qu'il y a un sujet en fait sur lequel il y a un gros volume de trafic et c'est pas très compliqué de se positionner. Donc en fait, l'article que je vais faire en priorité, ça va être celui-ci. D'accord. Ensuite, il y a aussi une logique en SEO qui fonctionne bien, c'est les cocons sémantiques, en fait, de créer plusieurs contenus autour d'un même sujet où on va aborder le même sujet de différentes manières et créer ensuite un maillage en fait de liens entre ceux-ci. Donc, en gros, par exemple, se dire, là, je vais parler moi de burn-out, je me rends compte qu'il y a une vraie opportunité. Je sens que c'est présent dans la veille. Enfin, les RH parlent de ça quand je regarde sur les différents forums, c'est dans les newsletters. Il y a du volume de recherche et sur certaines questions, c'est pas trop compliqué de me positionner dans les moteurs de recherche. Voilà les 3-4 contenus que je crée. Par exemple, comment, en tant que manager, j'accompagne un collaborateur en burn-out. Un autre article sur quels sont les symptômes du burn-out. Et un autre article Mmh, sur comment je gère le retour d'un collaborateur de burn-out. Et d'accord. ensuite, ces 3 articles-là, on va pouvoir créer des liens entre eux. Donc vraiment, en fait, c'est vraiment identifier un thème qui est porteur sur lequel il y a du Ok. volume, sur lequel c'est pas trop difficile de se positionner. Et ensuite, essayer de faire plusieurs briques pour pouvoir créer un petit cocon sémantique qui marche mieux en SEO. D'accord. Ça s'appelle co-sémantique, c'est ça? Cocon sémantique. Ok. Ok. Et ça, Euh, typiquement, en fait, même tu vois, pour que le contenu fonctionne, justement dans les briques voilà, de l'inbound, donc voilà, une fois qu'on a défini son buyer persona, qu'on voit un peu les contenus qu'on veut adresser, qu'on choisit le thème de ceci, il faut aussi s'assurer ensuite que sur le site, ça suive et qu'on a un site web justement qui est bien optimisé. Donc d'accord. pour ça, à la fois, c'est aussi bien un site qui va avoir un bon temps de chargement. En gros, en Mmh, général, les gens passent 5 secondes sur une page.
avant de décider s'ils vont poursuivre la lecture ou non. Typiquement, si la page met 3 secondes à charger, il y a des grandes chances qu'on perde le lecteur parce qu'en fait, voilà, ça l'a saoulé, il reste plus que 2 secondes ensuite et hop, il va passer à autre chose. Donc voilà, ça c'est vraiment important avant de se lancer en fait même dans la construction de ce contenu, de s'assurer qu'on a un site qui charge vite. Alors là, par exemple, il y a des sites pour le vérifier comme Page Speed Insight, on peut même le voir sur la Search Console ou sur GTmetrix. Donc là, déjà, on voit s'il y a des améliorations tech à faire. Et ensuite, d'un point de vue architecture pour le site, justement, s'assurer qu'on a les bonnes pratiques avec la mise en place d'un fil d'Ariane qui permet de justement toujours retourner au cran d'au-dessus. La mise en place des cocons sémantiques, justement, ça implique, c'est un peu technique, mais tu vois, d'avoir des pages mères, par exemple, sur le burn-out, qui ensuite va mettre sur d'autres articles. Et donc, en fait, avant même de se lancer dans la création des contenus, il faut vraiment s'assurer que le site fonctionne bien et qu'on a aussi cette bonne architecture, parce que c'est beaucoup plus compliqué de le changer a posteriori. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même assez important. C'est une dimension que je n'avais pas imaginé, ce truc technique. Ouais. Et c'est vrai que souvent, quand on est en contenu, on a parfois un peu moins cette casquette-là. Donc, il ne faut pas hésiter à aller, si on a une plus grande équipe, justement, voir quelqu'un de la tech ou quelqu'un du product qui peut nous aider. Ou sinon, globalement, avec les outils, justement, type SEMrush, où ils font des audits de sites, il y a des recos assez simples qui peuvent être mis en place. Donc, on peut le faire quand on a un petit côté geek. Mais c'est vrai que ça peut vite devenir parfois un petit peu plus complexe selon le site qu'on utilise. Ok, merci beaucoup Constance pour tes réponses. Alors je vais reprendre les multiples questions. Alors, donc il me semble que la première c'était Laure. Alors Laure, quelle doit être la fréquence de rédaction des articles et des publications LinkedIn pour un inbound efficace? C'est une bonne question. Oui. Alors sur LinkedIn, l'idéal c'est de publier tous les jours. Ok. Ça, c'est vraiment en termes de résultats. Typiquement, nous, chez Mocha, quand je suis arrivée, il y avait à peu près un post tous les 10 jours. J'ai mis en place un post par jour, sauf exception, mais on en a au minimum 4 par semaine. D'accord. Et on est passé de 3000 abonnés à 8500 en un an. Ah oui. Et enfin, les impressions aussi, enfin voilà, des centaines de milliers d'impressions, enfin, ça a vraiment cartonné. Et ça, j'ai vraiment vu une courbe très progressive qui était liée à la régularité, où quand même, sur les pages entreprises, ça peut être assez compliqué d'avoir de la visibilité sur LinkedIn, c'est sûr. Et donc, si on n'est pas régulier, on n'y arrive pas. Et LinkedIn favorise vraiment donc, le fait de poster régulièrement. Alors après, ça n'a pas forcément à être des articles de blog. Ça peut être aussi, typiquement, si on publie que 3 articles de blog par semaine, on peut aussi poster d'autres choses sur la vie de l'entreprise. Et même d'ailleurs, si on publie que 3 articles par semaine, à partir d'un article, globalement, on peut tirer 4-5 posts LinkedIn. On va pouvoir faire une petite vidéo, tu vois, sur PlayPlay avec des mots. On va pouvoir peut-être faire une petite infographie si jamais il y a des chiffres intéressants. On va pouvoir reprendre un paragraphe qu'on met en valeur parce que globalement, il y a plein de gens qui n'auront pas forcément vu dans le post global qu'on parlait aussi d'un tel sous-sujet. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi d'exploiter à fond ces contenus pour les diffuser sur les réseaux et faire en sorte qu'on puisse savoir cette régularité. Et en termes de rythme de publication, ça dépend des résultats qu'on veut atteindre. L'idéal, évidemment, si on veut cartonner, c'est d'en publier le plus possible. Après, ce qui compte vraiment, même en SEO, c'est la régularité. Par exemple, il vaut mieux poster un contenu tous les 2 semaines sur un an que 10 contenus sur un mois et ne rien poster. Parce que ça n'envoie pas forcément un bon signal non plus aux algos de Google qui se disent, mais en fait, ce site, peut-être qu'il est plus utilisé maintenant, ça a l'air de pas mal varier. Alors qu'au contraire, si on poste de manière récurrente, en fait, c'est comme sur LinkedIn, on envoie des bons signaux à l'algo. Après, voilà, si on peut poster 5 articles, tant mieux. Si on peut en poster 2, c'est déjà super bien. Et je dirais que pour avoir des résultats, il faut au minimum un article quand même par semaine pour générer un certain volume, pouvoir le diffuser ensuite sur les réseaux et avoir des résultats qui sont intéressants. Ok. Et Laure, en complément de cette question, demande si tu as pu identifier une heure qui fonctionnait ou des moments dans la journée. Alors ça, il y a plein d'infographies sur LinkedIn justement qui circulent sur les fameux bons horaires. Voilà, ça évolue aussi tellement. C'est difficile de... T'as pu voir, toi, Alors, je trouve que globalement, c'est vrai que surtout quand on est en B2B, c'est sûr que poster le week-end, c'est pas une bonne idée. Enfin, voilà, il faut quand même être là le moment où les gens sont connectés, par exemple, du lundi au vendredi, et puis le vendredi à 18h aussi, pareil, ça fonctionne pas très bien. Les horaires qui sont recommandés, c'est généralement le matin, sauf le lundi, parce que les gens sont perdus dans leur mail. Après, finalement, ça dépend vraiment aussi de l'audience de l'entreprise. Et je me rends compte qu'un post qui va être posté à 11h30, par exemple, je sais pas, un mercredi,
ou un post qui va être posté à 8h30 le mercredi suivant, ça n'a pas d'impact. Enfin, je vois vraiment pas d'impact en termes de likes, en tout cas sur mon audience, tant que c'est pendant les jours de la semaine. Par contre, ce qui compte vraiment, ça va être les interactions pendant la première heure. Ça, c'est vraiment un signal que LinkedIn utilise pour savoir quel post booster. En gros, si jamais il y a énormément de likes, de commentaires pendant la première heure, ils vont se dire, bah oui, ce contenu, il est pertinent. Nous, typiquement, ce qu'on fait chez Moka, c'est qu'on essaie de faire en sorte que tous les employés, bon, c'est un peu difficile de motiver maintenant 70 personnes, c'était plus facile quand on était... Mais en gros, dans la première heure, je leur demande de liker à minima et sinon, si possible, de commenter parce qu'un commentaire a beaucoup plus de poids qu'un like. Donc voilà, c'est vraiment une dynamique en fait qu'on peut lancer aussi avec l'équipe. Et je trouve que finalement, quand toute l'équipe joue le jeu, le post, même s'il est posté à 18h en fin de journée, là où il y a un petit peu moins de monde, mais il marchera parfois mieux qu'un post que j'aurais pu poster à 8h30 ou à 9h, qui est une bonne heure. D'accord. Si jamais personne ne va liker dans la première heure. Donc c'est pour ça, cette question d'horaire, elle est importante, bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir les interactions dans la première heure, je trouve, qui suivent pour avoir des résultats. Ok. Ok, hyper intéressant. Alors, donc Laure, on a répondu. Donc Estelle, quelle plateforme de diffusion de contenu est-ce que tu utilises, toi, chez Mokaker? Alors, comme on est B2B, on est principalement, en tout cas, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et Twitter. D'accord. On a aussi un compte Instagram, comme on a un podcast sur la santé mentale des athlètes de haut niveau. Donc là, c'est vraiment B2C. Après, ça, c'est pas moi qui le gère, justement, parce que c'est quand même... Instagram, c'est des logiques quand même assez différentes de tout ce qui est LinkedIn, Twitter. Ouais. Et c'est vrai qu'en B2B, c'est vraiment les deux principaux réseaux sociaux que je recommande, même si a priori Facebook peut bien fonctionner avec du retargeting du site web. Et sinon, ensuite, les contenus, bah, c'est sur les moteurs de recherche, aussi bien avec du SEO que du SIA. Je poste pas encore les contenus sur Quora ou ce type de forum, même si je pense que ça peut être aussi assez intéressant. Pour l'instant, c'est plus pour une question de bande passante, comme on est une petite équipe. Voilà, on est seulement 4 au marketing actuellement. Mais c'est vrai que ça peut être aller le poster sur des groupes LinkedIn, des groupes Facebook. Enfin, quand on peut le diffuser un maximum, c'est ça aussi qui fonctionne. D'accord. Tu as mentionné rapidement le podcast. C'est parce que tu vois, c'est là où je trouve en même temps intéressant, mais peut-être qui complexifie aussi l'identification de la cible. Mais parce que tu vois, alors oui, les personnes évoluent en tant que personnes, mais dans une entreprise. Et donc finalement, c'est peut-être par l'écoute du podcast que bah, ça va générer des espèces de réflexions et qu'après, ils vont avoir envie d'initier quelque chose au sein de leur entreprise, tu vois. Donc, je trouve ça effectivement hyper intéressant d'avoir choisi ce positionnement de s'adresser à travers un podcast au plus près finalement des personnes pour réveiller les choses chez elles, quoi. Même si ça, typiquement, en termes de tracking, et c'est ce qui peut après être compliqué dans le contenu, J'imagine, en fait, on ne peut pas savoir quelle part de personnes Enfin, si les gens nous disent « Ah, j'ai écouté un épisode de podcast, voilà, ça m'a donné envie, typiquement pendant un rendez-vous commercial, bah là, on saura que ça vient du podcast. » Mais sinon, en fait, on sait que ça va être de la notoriété, on va suivre le nombre d'écoutes, enfin voilà, on va voir si on est mentionné sur les réseaux, si ça fonctionne bien. Mais on ne va pas pouvoir traquer en termes de conversion. C'est parfois des idées un peu frustrant, mais c'est vrai que si on le fait pas, on peut pas être top of mind, faire en sorte que les gens nous connaissent. Donc, on est obligé d'accepter qu'il y a une part de communication comme ça, de contenu qui va pas ensuite être traqué comme ça peut l'être avec un livre blanc ou directement, bah voilà, on a le mail derrière, on sait que concrètement ce que ça peut nous donner, quoi. Justement, je voulais te poser une question sur le tracking et après je prendrai. Donc, Christelle, on avait répondu à ta question. Ouais, les questions de Joanne et Farah, Bastien aussi, je vous ai pas oublié, promis. Comme donc là, on a un peu mentionné la partie tracking. Comment est-ce que tu fais et comment tu t'organises avec les autres équipes, sales, etc., pour finalement traiter le lead? Donc, toi, tu es vraiment sur la production de contenu. Et à partir du moment où la personne rentre dans le funnel, qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment est-ce que c'est traité chez vous? Alors en fait, on a une personne du coup qui travaille dans l'équipe marketing qui est justement plus sur le volet outbound dont je te parlais, qui s'occupe aussi du scoring et du nurturing, même si c'est encore balbutiant chez Mocal, le nurturing. Donc en fait, elle va vraiment qualifier en fait le contact en fonction de critères. Par exemple, si jamais c'est un employé, un RH, un dirigeant, quand il télécharge le livre blanc ou qu'il s'inscrit à un webinaire, justement, on a ces infos-là.
Et aussi, justement, le type de structure. Est-ce que ça va être une structure, par exemple, qui a moins de 50 employés, qui a entre 50 et 100 employés? Parce qu'on sait généralement que, par exemple, nous, chez Moka, c'est des structures de plus de 50 employés qui vont prendre des solutions pour la santé mentale de leurs équipes. Donc, en gros, les équipes commerciales, comme elles ont un temps limité, l'idée, c'est vraiment de se dire, on va leur pousser en priorité pour du démarchage Ok. les leads qui vont être des RH ou des dirigeants dans des structures qui correspondent à enfin, voilà, à notre persona cible Ok. pour prioriser. Et ensuite, les autres contacts, on est plutôt sur une logique de se dire, c'est pas forcément le plus pertinent. Donc, eux, on va justement faire du nurturing, on va leur pousser d'autres contenus. Et ensuite, selon le nombre d'interactions qu'il y aura, par exemple, est-ce qu'ils ont téléchargé 2 livres blancs et se sont inscrits à un webinar? Ok, dans ce cas-là, on se dit que Moka, c'est quand même, ça les intéresse. Donc, peut-être qu'il est temps, voilà, pour un commercial de leur proposer un échange. Donc, Mhm. sinon, après, ça va être en fonction du nombre d'interactions avec le contenu, qui a un autre système de scoring qui va permettre de prioriser pour les équipes commerciales. Ok. Globalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et pour compléter avec la question de Flavie qui est en lien, à quelle fréquence est-ce que tu suis ou donc ton équipe tes KPI donc en termes de trafic, de reach sur LinkedIn, les leads, etc. Alors, c'est vrai que globalement, je les suis quand même. Enfin, tous les jours, je vais quand même regarder. J'ai tendance à bien aimer suivre ce que ça donne. Mais nous, on fait un point là, au niveau de l'équipe, c'est toutes les semaines où Ok, vraiment, en fait, on se partage tous les KPI enfin, desquels on est responsable et qu'on partage à l'ensemble de l'équipe. Donc, en fait, c'est vraiment à ce moment-là qu'on fait le point et qu'on peut suivre, en fait, semaine après semaine, se dire, bon, bah, par exemple, typiquement, là, on va voir que le volume sur le site, voilà, il a augmenté de 30%. Finalement, le nombre de mots-clés sur lesquels on est positionné dans le top 10, pareil, il y a une grosse augmentation. Bon, on va peut-être corréler les deux parce qu'on se dit que ça correspond. Ce genre de choses. Bon, par contre, sur LinkedIn, ça a un petit peu baissé le nombre de nouveaux abonnés. Il y a eu un petit peu moins de posts. On a fait des posts de ce type-là. Et donc, justement, où on va vraiment faire d'accord. une analyse qui a un petit peu plus de sens. Donc, ça, on fait ça vraiment à la semaine. Après, je pense que ça dépend aussi des canaux. Par exemple, typiquement sur LinkedIn Ads ou même en SIA, c'est quand même des algorithmes qui mettent du temps à apprendre. Hmm. Là, les résultats, ils se monitorent sur le beaucoup plus long terme. Je ne peux pas savoir si une campagne fonctionne au bout d'une semaine. Donc là, ce sera Ok. vraiment au bout d'un mois. Et en SEO, en fait, c'est pareil. En SEO, les résultats, même si on a écrit un super article et qu'on a vraiment respecté les règles du jeu pour être bien référencé, on ne sera pas numéro un au bout d'une semaine. Ça va vraiment monter progressivement. Et en Ok. gros, il faut attendre un mois pour voir les effets. Et même, c'est plutôt 6 à 8 semaines pour savoir si un article, justement, fonctionne, est-ce qu'il correspond bien à l'intention de recherche et est-ce qu'il est bien positionné. Et juste, enfin, globalement, par exemple, avant de savoir si on va retoucher un article pour le réécrire différemment, essayer de peut-être switcher un petit peu l'angle d'attaque pour mieux se positionner, je pense que ça sert à rien de le faire avant 6 à 8 semaines parce que sinon, on n'a pas suffisamment de recul pour suivre ça. Par contre, sur LinkedIn, par exemple, un post, vu que ça a la durée de vie, c'est souvent en moyenne 48 heures, bah, au bout d'une semaine, voilà, je sais si le post a bien fonctionné. Est-ce que l'accroche donnait envie de la suivre ou non? Est-ce que j'ai réussi à suffisamment motiver en interne pour aller liker pendant la première heure ou pas? Du coup, ça dépend quand même vraiment de ce que tu suis pour la fréquence. Donc, réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup plus court terme. D'accord. Mais dès qu'on est sur le SEO, le SIA ou les publicités, c'est quand même sur plusieurs semaines. Et là, ça a plus de sens de suivre vraiment d'un point de vue mensuel les résultats. D'accord. Euh, Flavie, merci. Joanne qui rebondit sur cette notion-là. Comment est-ce que tu vois, 1, 2 mois après, que c'est ta campagne, ton article qui a permis de convertir? Alors, généralement, les articles en termes de conversion, c'est plus sur de l'inscription à la newsletter, pour être honnête. Ouais. C'est plutôt les webinars, livres blancs ou des campagnes publicitaires qui permettent d'aller chercher des contacts un petit peu plus qualifiés vraiment pour de la conversion, pour des gens qui vont devenir clients rapidement. Ok. Mais sinon, en fait, c'est vraiment avec le tracking sur HubSpot, nous, c'est ce qu'on utilise. Enfin, voilà, qu'on arrive à voir en fait quelle est la source puis Google Analytics aussi, quelle est la source justement des nouveaux contacts qu'on a. Est-ce que ça va être tel article qui nous a ramené, je sais pas, 30% de nos inscriptions à la newsletter parce que justement, il est bien positionné en SEO. Donc, Mhm. enfin voilà, c'est vraiment avec le tracking HubSpot et Google Analytics qu'on arrive à suivre ça. Même si vraiment sur les articles, ça m'arrive très rarement que quelqu'un lise un article sur le burn-out et dise tiens, je vais envoyer un formulaire de demande de démo, devienne client le lendemain. C'est assez rare. Même sur les webinars, par exemple,
j'avais fait un webinaire dont je te parlais juste avant avec Camille Lacour sur ses secrets pour avoir un bon mental. Voilà, il y a beaucoup de gens qui étaient très, très curieux de savoir ce que faisait Camille Lacour pour réussir à être dans un bon mindset avant ses compétitions. Mais c'est pas forcément que le lendemain, ils étaient prêts à prendre. Oui. Oui, t'as semé une espèce de petite graine et ensuite ça prend plus ou moins de temps effectivement pour que. Alors que par contre, en SIA, quand je vais faire des campagnes publicitaires sur un mot-clé, par exemple, prévenir les RPS, Oui. la personne, elle est elle-même dans une intention de mettre en place des solutions pour prévenir les RPS. Ouais. Elle va arriver sur mon contenu, voilà, que je vais lui pousser, voilà, un guide pour les RPS, voilà. Elle, typiquement, si les sales la recontactent la semaine d'après, peut-être qu'elle va se dire, oui, en fait, voilà, la solution, c'est de mettre en place mon KKR. C'est vraiment pas le même niveau de maturité de contact. Oui, voilà. Je pense qu'il faut en tout cas ne pas attendre que les articles de blog soient là pour générer des leads vraiment à court terme, du jour au lendemain. Oui, on va avoir des contacts, mais qu'il va falloir nourrir avec des contenus de manière régulière, de temps en temps subtilement pousser un petit peu plus commercial et justement en traquant le nombre d'interactions, quelqu'un qui a beaucoup cliqué et qui a un profil intéressant, se dire lui, on va le contacter. Mais tous les inscrits à la newsletter ne seront pas des clients demain et c'est pas pour autant que le contenu est mauvais. Oui. Voilà. Oui. Pour reprendre alors, il y avait 2 questions de Farah et alors une de Bastien. Farah, peut-on créer un contenu intéressant si on n'a pas vraiment un background dans le domaine de la boîte? Oui, s'il y a des experts en fait dans la boîte qui sont là pour appuyer ou s'il est possible sinon de réaliser des interviews en parallèle, tout à fait. Par exemple, moi quand je suis arrivée chez Mokaker, je n'ai pas fait de formation en psychologie. Voilà, la santé mentale, j'avais des notions, je pense, de base comme tout le monde. Après, on a des psychologues, nous, en interne. Et typiquement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé des interviews des psychologues pour les contenus. Maintenant, voilà, j'arrive à les rédiger moi-même, mais je leur demande toujours d'avoir une relecture pour l'expertise et pour s'assurer que le contenu est qualitatif. Et si on n'a personne en interne, justement, souvent, les personnes sont très contentes d'être mises en valeur dans un article et de prendre la parole. L'idée dans ce cas-là, c'est d'aller interviewer un expert du sujet et de faire un article comme ça pour que le contenu soit qualitatif. Et c'est normal de ne pas connaître le sujet. Et je pense justement des gens qui vont passer d'entreprises dans des secteurs très différents, quand on commence, forcément, on connaît moins, quoi. La deuxième question de Farah, c'était sur la fréquence, mais cette fois des livres blancs et aussi sur le volume de ce type de contenu. Est-ce que toi, tu as des recommandations de ce que vous avez pu mettre en place chez Moka ou de ce que tu as pu voir dans d'autres entreprises? Ça correspond aussi au webinar et justement, on discutait un peu avec Annabelle à ce sujet avant de lancer le webinar. En fait, on s'est rendu compte que faire, par exemple, des petits webinars régulièrement avec une centaine d'inscrits, ça demandait quand même finalement beaucoup de travail pour l'organisation. Il y avait quand même un temps minimum que ça nécessitait pour faire la trame du contenu, aller chercher des intervenants, communiquer dessus. Finalement, pour un volume de leads qui était assez restreint, alors que faire un gros webinar par trimestre avec une personne comme Camille Lacour ou avec des très gros partenaires, ça peut nous apporter à peu près 600 à 1000 contacts en une fois. Et ça nous prend finalement autant de temps que chacun de ces petits webinars. On a décidé en fait en testant différents formats, parce que ça c'est vraiment en testant qu'on peut se rendre compte combien de contacts on arrive à générer en fonction du contenu qu'on produit. On a décidé d'être dans une logique où maintenant on fait un peu moins de webinars, mais des webinars qui sont un peu plus gros. Et pour les livres blancs, c'est pareil. En fait, on s'est rendu compte qu'avec un livre blanc, en faisant des publicités payantes ensuite dessus, en fait, en faisant des livres blancs aussi qui sont evergreen, qui peuvent vraiment être utilisés à tout moment et donc qui ne sont pas juste liés à une actualité, en fait, on peut capitaliser sur un même contenu et s'en servir pendant très longtemps. Donc, typiquement, cette année, on a réalisé 2 livres blancs seulement, mais on a généré plus de 1000 contacts avec ces 2 livres blancs. Donc, en fait, c'est plutôt que de faire plein de petits livres blancs qui redemandent de la rédaction, se dire, on est sûr qu'on n'a pas touché toutes les personnes qu'on pouvait toucher. Donc, on va donner un petit peu plus de budget pour faire du paid et aller le pousser à ces gens qui ne connaissent pas le livre blanc. Ça nous reviendra finalement à moins cher que de recréer un contenu de nouveau et de le repousser. Dans l'idéal, évidemment, si on avait plein de personnes en interne dispo, on ferait plein de livres blancs qu'on pousserait avec du paid ensuite. Mais comme on est aussi une petite équipe, c'est comme ça qu'on priorise. D'accord. La question de Bastien, elle rejoint un petit peu une que je voulais te poser sur, finalement, j'ai l'impression que tu testes vachement de contenu et la question de Bastien vient un peu dans ce sens-là. Vous vous êtes lancé sur TikTok récemment. C'est quoi un peu l'approche dans laquelle tu étais pour finalement dans ce lancement-là? On ne s'est pas lancé sur TikTok, nous.
C'est, non, Ok. on est sur Instagram. Après, le volet test de nouveaux contenus, on a quand même essayé pas mal de choses. Par exemple, on faisait pas de case study, justement, des témoignages clients quand je suis arrivée. On Ok. faisait pas de webinaire grand public. Donc, il y a quand même beaucoup de nouveaux formats qu'on a testés. Et en gros, on se fait pas un avis après une première fois. On attend quand même qu'il y en ait eu plusieurs. Mhm. Comme je disais au début, on faisait des petits webinaires qui n'avaient pas énormément de monde. Et quand on a testé justement avec des gros partenaires comme Job Teaser, comme Gymlib, là, on est allé sur un plus gros volume. Et donc, on s'est dit, oui, ça vaut le coup. En gros, on attend quand même un trimestre et d'avoir plusieurs tests pour se dire, est-ce que ça vaut le coup de continuer, oui ou non, et se donner un petit peu de recul. Après, c'est Ok. plus des nouveaux formats qu'on a testés que des nouvelles plateformes. De diffusion. Ok. Voilà. Bah, par exemple, tu as des cas à nous partager de contenu que vous avez, ou des formats plutôt du coup de contenu que vous avez tenté et bah, ou pour lequel du coup vous avez peut-être un petit peu de recul quant à potentielle performance. Ouais, bah, les webinars, par exemple, ça, c'est vraiment quelque chose nous, qui fonctionne très bien. Ok, En tout cas, en termes de volume de leads générés. Mais là encore, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, sur les 1000 contacts qu'on va générer, on va peut-être réussir à en signer 5. Donc voilà, il faut avoir en tête aussi que, surtout quand on est dans des contenus plus larges pour toucher un maximum de personnes, ensuite, la conversion en clients finaux va être un peu moins bonne. d'accord. VS, par exemple, justement, des campagnes d'ads ou sur les 10 contacts, bah, on va en signer 5 aussi sur certains mots-clés parce que c'est vraiment des gens qui sont dans cette intention de recherche. Et globalement, ouais, livre blanc, webinar fonctionne très très bien. Les case studies, par exemple, témoignages clients, on n'a pas un énorme trafic sur le site, mais on s'est rendu compte qu'en les exploitant dans des publicités LinkedIn, là, ça fonctionnait bien. Hmm, Donc finalement, parfois, certains contenus qui en organique, en SEO, bah, ne marchent pas. En les fonctionne. tournant différemment à la vidéo, voilà, en la reprenant avec un petit wording ou en faisant un visuel, Ouais. là, ça va bien fonctionner. Donc Ah, pareil, c'est pas parce qu'un contenu ne marche pas à un endroit donné d'accord. qu'il ne peut pas être twisté différemment pour fonctionner ailleurs. Ok, intéressant. Farah demande quel est le minima à mettre en place pour une société qui se lance et qui n'a pas une ressource dédiée à ce sujet et à quelle fréquence? Le minima ouais, de contenu à produire, du coup, j'imagine. Oui. Alors, Farah, dis-nous si, mais je pense que c'est dans ce sens-là, oui. Je pense que pour commencer, parce que les webinaires, ça demande quand même une organisation, les livres blancs aussi, il faut du design. Le plus simple, c'est peut-être justement la rédaction d'articles. Parce D'accord. que globalement, enfin voilà, rédiger, c'est quand même quelque chose. Faut une plume, ça demande quand même voilà, des skills, mais ça demande pas d'avoir peut-être des personnes qui ont un background en vidéo, en visuel ou autre. Donc c'est peut-être le plus simple pour débuter, sachant en plus maintenant qu'il y a les intelligences artificielles qui peuvent bien aider quand on n'a pas forcément d'idée pour débuter. ChatGPT qui fait beaucoup parler de lui, ça peut permettre d'avoir une bonne base ensuite pour le remettre en forme, bien sûr, et ne pas le poster tel quel, même Oui. s'il y en a qui ont des bons résultats comme ça. Et ensuite le diffuser sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quand même un peu le combo minimum de se contenter de produire un article et ne pas le diffuser. Ça va peut-être marcher en SEO sur le très très long terme, mais je pense que c'est quand même bien d'allier les deux au minimum contenu écrit et un réseau social. Et c'est pas forcément obligatoire de se lancer sur plusieurs réseaux pour débuter. Il vaut mieux se lancer sur un seul Hmm, réseau et se donner les moyens d'avoir des followers, justement, de faire en sorte que nos posts fonctionnent dessus, donc que ce soit Insta, Twitter, TikTok, justement, pour ceux qui sont peut-être plus en B2C. En gros, se dire, je me lance sur un canal, ça fonctionne bien. Et une fois que voilà, on aura un peu craqué les règles du jeu sur ce canal-là, se dire, je vais tester autre chose. ok, intéressant comme reco. Euh, Il y a alors Laure qui demande, j'avais une question qui me venait sur oui sur peut-être ChatGPT, peut-être que des personnes ne sont pas familières de cet outil. Est-ce que tu peux peut-être reprendre la façon dont cette intelligence artificielle fonctionne et est-ce que vous c'est quelque chose que vous utilisez chez Mocha? Alors moi, je l'utilise depuis quelques semaines, justement, depuis le fameux buzz sur les réseaux sociaux. On a Mhm. beaucoup entendu parler de cette intelligence artificielle, Oui. alors que ça existait pourtant depuis un moment. Alors, je suis pas une experte de l'intelligence artificielle pour expliquer vraiment Ah, comment ça fonctionne, les rouages derrière. Donc, je conseille aux gens plutôt d'aller regarder exactement. Mais je crois ouais. qu'ils analysent vraiment toutes les données disponibles dans leur base de données pour voir le mot le plus probable qui peut arriver par la suite. Donc, typiquement, dans les logiques de phrases,
il va vraiment construire la logique de phrase la plus cohérente avec des volumes de données énormes. Donc, ça fait vraiment des textes qui sont rédigés quasiment sans faute à chaque fois que j'ai testé. Ok. Il y a une limite à ChatGPT, c'est que ils n'ont pas l'actualité chaude dans leur base de données. Typiquement, s'il se passe un événement, si c'est passé un événement en décembre 2022 et qu'on va lui demander d'écrire un article sur un sujet, il n'aura pas forcément la data de cet événement. Moi, je crois que de ce que j'avais lu, c'était jusqu'à décembre 2021. Donc, il faut Ah, avoir en tête d'accord. que, alors ça a peut-être évolué depuis la date qu'ils prennent en compte, Mhm. mais que c'est pas sur l'actualité chaude. Par contre, si on veut écrire un article sur, je sais pas, quels sont les symptômes du burn-out, ça c'est quelque chose qui est assez classique. Là, ça peut vraiment sortir des structures. Ça va sortir un plan détaillé. On peut lui dire, écris-moi un article sur les symptômes du burn-out en 1500 mots où tu vas suivre tel plan. Et en 3 minutes, il l'écrit. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal pour surmonter peut-être l'angoisse de la page blanche pour les gens qui savent pas peut-être sous quel angle, comment se lancer sur un sujet. Après, ça crée quand même des textes qui sont vraiment très, très impersonnels, assez D'accord. Ok. froids. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'il faut quand même vraiment les reworder. Et ensuite, il faut, quand on veut avoir justement ce volet SEO, voir quels mots-clés on va pouvoir aussi insérer à l'intérieur. Et je dirais plus que ça peut servir de base aux gens qui n'ont pas le temps de rédiger, mais ça Mhm. nécessite quand même toujours du travail ensuite pour créer un contenu qui soit Ouais. vraiment qualitatif. Ouais. Et typiquement, un article sur les symptômes du burn-out qui serait écrit comme ça, moi, s'il n'y a pas la validation avec une psychologue chez nous qui le relie, qui a Ok, oui. des insights, ça n'a pas vraiment de valeur comparé à tout ce qu'on peut déjà trouver. En fait, c'est plus un appui, mais c'est pas ça qui va faire tout le travail derrière. Oui, Après, parce que il y a des l'image sites. de marque, c'est forcément quelque chose qui ne pourra pas capter totalement. Et effectivement, du coup, oui, de le faire, pas fact-checker, mais tu vois, d'être sûr que finalement, le contenu partagé, surtout sur des sujets où on parle quand même de santé. C'est ça. Donc, ok, intéressant. Vérification et effectivement, du coup, le modeler pour qu'il corresponde à la pâte C'est Mocaker. ça. Mais après, il y a des sites qui postent les contenus tels quels et qui cartonnent, quoi. Ok, ok. Donc, a priori, ça peut fonctionner. Mais c'est Mhm. vrai que nous, voilà, on a un tone of voice très spécifique. Mais maintenant, il y a des intelligences artificielles qui arrivent quand on leur dit reprends le tone of voice de tel site et réécris-moi ce texte dans le tone of voice à le faire en anglais. Donc, typiquement, je pense que Ah, le jour où ça arrivera en français, là, il y aura peut-être encore plus de. Ouais. Ok. voilà, un peu moins besoin de retravailler les contenus. Ouais. On se demandait, Constance, sur la dernière mise à jour, donc c'est 2020 la dernière, donc il peut Ok, capter tous les événements du coup d'accord, trop bien. depuis ça. Alors, il me semble que j'avais laissé une question, oui, celle de Laure, je te la lis. Donc, mais du coup, quel est votre taux de transfo grâce à l'inbound? Avez-vous signé grâce à cette stratégie? À partir de quand? Donc, trois questions. À partir de quand un ROI est-il considéré comme bon? À partir du moment où le budget qu'on investit est compensé par par des volumes d'ARR plus, enfin, supérieurs, clairement, Mhm. c'est positif. Oui, on signe vraiment grâce à l'inbound. Après, ce que je disais, typiquement, on signe moins, ou en tout cas beaucoup moins rapidement via des contenus de ce type que via de la publicité payante, parce que justement, c'est des gens qui vont avoir besoin d'être convaincus. Donc, par exemple, quelqu'un qui va suivre un webinar sur les 5 là qu'on a signés, c'était globalement, enfin, c'est 4 à 6 mois ensuite. Est-ce qu'ils vont attendre de télécharger peut-être un autre livre blanc ensuite, de s'inscrire à notre newsletter avant de devenir client? Alors que quand on est justement sur du SIA ou des publicités LinkedIn, vous savez, des personnes qui vont voir un témoignage client qui correspond vraiment à leur problématique, là, on peut les signer vraiment. Par exemple, j'ai eu le cas encore hier d'une personne qui a vu une publicité SIA et qui est devenue cliente dans la semaine. Enfin, où ça peut aller très, très vite. Je dirais plus que c'est la durée du cycle de vente qui va être beaucoup plus longue dans l'inbound, mais on a vraiment un retour sur investissement qui est positif. Et alors, la part de nos clients, alors ça, j'ai pas le chiffre en tête, mais qui vient, je pense que c'est quand même au minimum 40% qui vient de D'accord. l'inbound. Ok. Donc, c'est quand même une grosse part de. Mais quand dans l'inbound, je mets vraiment tout ce qui est lié au trafic organique. Donc, ça peut être aussi justement des gens qui tapent notre marque, c'est le trafic organique de marque, qui avaient entendu parler de nous avant et qui vont venir sur le site aussi. Hmm. Donc, ça fausse un peu parce qu'il y a aussi ce volet notoriété. Ouais. D'accord.
Il y a une question, et n'hésitez pas si vous en avez encore, on peut en prendre encore des petites dernières. Mais du coup, pour celle de Maureen, alors, quelles sont les répartitions de rôles dans ton équipe, Constance, et peut-être aussi finalement dans l'équipe marketing de façon générale, et comment est-ce que la bande est articulée, etc. Alors nous, on est une toute petite équipe encore chez Mocacar au marketing, parce qu'on est quatre. On a bientôt une head of marketing qui va nous rejoindre, donc voilà, on va devenir cinq. Pour l'instant, on dépend d'un des cofondateurs de Moca, voilà, qui a une appétence pour le marketing et qui nous permettait justement d'avoir une vision assez 360, comme il était vraiment avec les enjeux business du Ok. quotidien. Donc, il y a une personne qui s'occupe vraiment du volet communication, RP et événements, comme on organise aussi des événements en présentiel. Ouais. Et voilà, c'est vraiment le volet communiqué de presse, faire en sorte que on puisse avoir des bons baromètres qu'on diffuse, avoir cette notoriété plus offline, on va dire. Donc, mon poste qui est plutôt sur le volet notoriété online, donc avec l'inbound, mais aussi justement l'acquisition payante. Mhm. Une personne qui est chef de projet sur tout le volet, peut-être relation du coup avec les agences, donc qui gère le podcast, qui gère aussi du coup notre site internet, les optimisations techniques. Mhm. Et une dernière personne donc, qui est plus sur l'outbound, le scoring et le nurturing. D'accord. Voilà. Ok. Donc finalement, en étant quatre, on arrive déjà à À avoir couvrir un bon panel un bon de... ouais. Ok. Bah, merci beaucoup, Constance. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres personnes qui écrivent, mais je voulais vous remercier d'abord, vous, les participants, participantes. Vous étiez à peu près 40 à suivre ce webinaire et merci beaucoup pour toutes vos questions. C'était très chouette de effectivement pouvoir en savoir plus sur Constance et ta vision, surtout par le prisme de vos questions à vous et d'être sûr que du coup, c'est des sujets qui vous parlent et vous intéressent et suscitent des interrogations peut-être dans vos jobs respectifs. Donc merci pour cette heure passée ensemble et surtout à toi, Constance. Moi, à titre tout à fait personnel, j'ai beaucoup appris. Donc franchement, merci beaucoup. Et, Merci. je vous souhaite une très bonne après-midi à tous et à toutes. Et je vous envoie un message récap avec toutes les notions qui auront pu être abordées par Constance dans l'après-midi. Au revoir tout le monde, merci Au beaucoup. revoir, merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent poser des questions supplémentaires, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, à m'envoyer un petit message. Voilà, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remettrai aussi du coup dans ce message le contact et du coup le lien vers le profil de Constance.